Le tour de l'animal en 80 podcasts, un programme conçu et présenté par Eric Cobast, proposé par INSEC Grande École. Saison 8, les sujets possibles. Épisode 61, l'animal existe-t-il? Le sujet traité. Alors voilà, on aboutit maintenant à un résultat qui pourrait être celui-ci. J'ai beau lui parler, il ne répond pas. Quand mes yeux vers ce chat que j'aime, tiré comme par un aimant, se retournent docilement, et que je regarde en moi-même, je vois avec étonnement le feu de ses prunelles pâles, clairs fanaux, vivantes opales, qui me contemplent fixement. Le silence de mon chat baudelairien, de ce chat taciturne qui me fixe, semble ne renvoyer qu'à moi-même, et sa présence diffuse une inquiétante étrangeté, unheimliche, l'inquiétante familiarité, qui le maintient à distance. Celui à qui le langage fait défaut, écrit Bailly, semble le dépositaire d'un silence qui ne sera jamais le nôtre. Comment interpréter dès lors ce silence qui relève de l'incapacité et non du refus? Comment comprendre cette présence-absence, cette avancée-retraite de l'animal, qu'il soit domestique ou bien sauvage? Michelet y voit un mauvais conte fantastique, celui de la bête au bois dormant. Triste enchantement où l'être captif d'une forme imparfaite dépend de tous ceux qui l'entourent comme une personne endormie. Ils dorment, et nous veillons, écrit en écho Martin Heidegger. Dans ce sommeil éveillé, l'animal parvient-il à exister, à sortir de lui-même, à se manifester, exister, à vivre pleinement la liberté de ce qui est animé? Certes, l'animal, ou plutôt les animaux, nous entourent. Ils sont là en ce sens familier qu'ils existent. Ils sont bien réels. Mais en même temps, force est de constater qu'ils sont absents. Pourtant, il paraît difficile de ne pas reconnaître à l'animal un effort permanent pour imposer sa présence, son existence, cette fois-ci au sens fort du terme, une sorte de proto-existence. Dès lors, devrait-on noter un renversement paradoxal du sens commun au sens philosophique qui nous pousse à penser l'animal et à le faire parler pour le maintenir à la bonne distance d'une existence fictionnelle. Certes, les animaux sont bien là autour de nous, avec nous, mais ils sont également absents. Chaque espèce animale vit dans le monde, dans son monde, et c'est un monde dans lequel l'homme n'entre pas. L'animal, c'est l'altérité radicale. Chaque individu d'une espèce animale se trouve ainsi immergé dans un environnement, Umwelt, qui lui est propre, et que déterminent ses aptitudes sensorielles. C'est ce que montre le penseur estonien Jacob von Uexküll dans son maître ouvrage intitulé « Mondes animaux et mondes humains ». Cet environnement, il l'appelle, comme l'indique le titre précédemment cité, un monde, c'est-à-dire un tout organisé, dont les différents éléments se définissent par des interactions fonctionnelles. C'est un monde, un cosmos, ou plutôt un petit monde, microcosme, puisque ses parties élémentaires sont fixées une fois pour toutes, et que ce monde ne peut être modifié, et surtout qu'il ne peut s'ouvrir à la nouveauté. C'est pourquoi, écrit Uexküll, un animal ne peut entrer en relation avec un objet comme tel, il reste alors enfermé dans la clôture de sa subjectivité et des cercles fonctionnels que trace une perception du monde qui est toujours une perception-action. Il reste ainsi dans sa bulle. Voilà qui vaut pour l'animal domestique autant que pour l'animal sauvage. Ainsi, à propos du chien couché sous la table et qui soudain bondit dans l'escalier, Martin Heidegger précise « Mais le chien se comporte-t-il envers une table en tant que table, envers un escalier en tant qu'escalier? Pourtant il monte l'escalier avec nous, il avale sa nourriture avec nous. Non, nous n'avalons pas notre nourriture. Il mange avec nous. Non, il ne mange pas. Et pourtant c'est ensemble, avec nous. Il y a un accompagnement, une transposition, et pourtant il n'y en a pas. Enfermés donc dans leur microcosme, les animaux nous paraissent dès lors étranges, étrangers, mais surtout absents. Le mot et son étymologie en disent long. Ce qui est absent n'a pas disparu pour autant. Il est, et c'est, loin, ab, l'absence, ab et c'est, situe la distance. Tous les animaux sont-ils pour autant pareillement absents, se constituant ainsi en une altérité radicale. De fait, l'animalité des animaux détermine une façon commune de s'absenter du monde des hommes en particulier. Nietzsche, au cours de la seconde considération intempestive, associe cette absence à l'oubli. D'ailleurs, ne dit-on pas d'un homme qui perd la mémoire qu'il a des absences? La vie de l'animal est ainsi constituée d'une succession ininterrompue d'absences qui l'installent dans un bonheur placide et taciturne. Nietzsche imagine en effet que lorsque l'animal voulut en répondre à l'homme qui le questionnait sur les raisons de son silence, lorsqu'il voulut lui expliquer pourquoi il ne parlait pas, bien, l'animal ne put pas l'expliquer.
il avait oublié, avant même de le dire, ce qu'il aurait pu dire. C'est ainsi que l'animal vit d'une façon non historique, conclut le philosophe. Enfoncé dans un éternel présent, dans une vie qui ne se vit qu'en s'oubliant, une vie aveugle, rythmée par la répétition du même, l'animal disparaît, il ne se manifeste plus, il n'existe pas. Par conséquent, on peut affirmer que l'animal vit alors que l'homme existe. La pierre est sans monde, écrit Heidegger. L'animal est pauvre en monde, l'homme est configurateur de monde. La formule extraite des concepts fondamentaux de la métaphysique est bien connue. Elle établit, voire elle rétablit au fond une hiérarchie, aussi ancienne qu'Aristote. Mais attention, elle n'écarte pas pour autant complètement l'animal de l'homme. Certes, l'animal est bien emprisonné dans son environnement, et l'essence de l'animalité est peut-être à chercher dans ce qu'Heidegger appelle l'hébétude, traduction du grec morosis, qui donne morosité et renvoie à l'idée d'engourdissement. Il dit d'ailleurs que l'animal est obnubilé, empruntant alors à la médecine, qui dit avec ce mot un état de conscience altéré, qui évolue naturellement vers le coma. Néanmoins, l'animal n'est pas privé de monde. Il est pauvre en monde, dit Heidegger. Son microcosme éthique se réduit en effet à quelques éléments qu'il ressent, qu'il sent, qu'il ne connaît, ni a fortiori reconnaît. Pour la tique, ce sera une odeur, une consistance, un mouvement d'aspiration, et la sensation d'être remplie, mais sans jamais savoir ce qui se passe quand elle se laisse tomber sur le dos d'un chien et qu'elle se gorge de son sang. Dans ce microcosme animal, toute action est absente. On n'agit pas, mais les choses se font, comme l'oiseau fait son nid. L'animal est donc pauvre, il n'est pas totalement démuni. Ce serait d'ailleurs plutôt l'homme, à sa naissance, qui serait sans monde. C'est d'ailleurs ce que rappelle le mythe d'Épiméthée. Est-ce à dire encore que l'animal n'existe pas ? Fin de la première partie. Pour la deuxième et la troisième partie, eh bien, c'est à vous de jouer.